Sur les nouvelles techniques endoscopiques qui ont obtenu le remboursement et notamment la radiofréquence œsophagienne, Arthur Lacquière a beaucoup changé. Oui. Mais je crois qu'il était totalement excusé et Il a quelques cheveux blancs maintenant. Ouais. Non, alors j'ai des bonnes nouvelles. Arthur va bien, mais il n'a pas pu se déplacer. Donc j'ai la charge de vous présenter son diaporama. Alors il y avait deux choses en fait dans ce diaporama. Il y avait la présentation de la radiofréquence œsophagienne, et puis finalement c'était parce que on a vu apparaître le remboursement de cette technique avec également d'autres techniques. Alors on a groupé pour vous présenter les techniques qui ont obtenu un remboursement, les nouvelles techniques, et puis les nouvelles cotations et cette radiofréquence œsophagienne. Alors on voit que quand on dit les nouvelles techniques et qu'on regarde un peu l'historique de ces techniques, on s'aperçoit qu'elles sont pas si nouvelles que ça, puisqu'on a des choses qui remontent dans les années 90, et petit à petit, dans les années 2000, on a vu apparaître tout ce qui était diverticulotomie, la microscopie confocale, la cholangioscopie à usage unique, les anastomoses biodigestives, l'hépatico-gastro, la radiofréquence en 2009, le POEM en 2010, la kystogastrostomie avec les prothèses d'apposition en 2011. Donc vous voyez que le temps pour obtenir la validation de ces nouvelles techniques est certainement très très long, puisque parfois ça fait plus de 20 ans. Alors quand on dit obtenir un remboursement, il faut préciser pour savoir le remboursement de quoi. Est-ce que c'est l'acte endoscopique, c'est-à-dire ce qu'on est payé en tant que gastro, du matériel ou de l'établissement avec les GHM et les GHS, et puis il y a des restrictions dans quelles indications et des conditions aussi. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors, c'est une démarche longue et complexe pour ceux qui ont travaillé avec la SFED dans des dossiers de présentation de nouvelles techniques, ces fameux dossiers de saisine. Il faut montrer d'abord que vraiment elles sont efficaces, donc avoir des études positives, bien faites, démontrant le bénéfice de la technique. Après, on obtient un avis favorable de l'HAS, c'est jamais très rapide, validation des indications avec des limites. Puis ça va passage à la CNAM avec la TIH. Et puis enfin, en dernier recours, on arrive à la valorisation CCAM avec les modalités de remboursement. Alors tout ça, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et on est actuellement dans une nouvelle étape qui est la révision générale qui est en cours avec quelque chose qui vient d'être créé, qui est la haute commission de la nomenclature, et la profession va être sollicitée au travers du CNP et des quelques experts qui vont être nommés dans la spécialité. Donc ça va encore partir pour une rediscussion de tout ça. Alors, quels sont les heureux élus, ceux qui ont obtenu ce remboursement? Bon, il y a la radiofréquence de l'œsophage, le Barix, l'endomicroscopie confocale, Cellvisio, la cholangioscopie Spyglass de Boston, les prothèses d'apposition, c'est les fameuses Axios, et la dissection sous-muqueuse. Alors, le sujet était un peu plus centré sur donc la radiofréquence. Alors, on sait que l'endobrachiosophage, ça peut faire le lit du cancer dans un certain nombre de cas. Il y a une séquence, comme le polype aboutit au cancer dans le côlon. Là, on sait que la dysplasie peut évoluer de bas grade en haut grade, après adénocarcinome intramuqueux pour aboutir à un adénocarcinome invasif, les fameux cancers du cardia, qui sont en augmentation de fréquence. Et vous voyez que ça fait à peu près 5 à 20% par an quand on est en dysplasie de haut grade. La radiofréquence œsophagienne, c'est un traitement de la superficie. C'est un traitement de la superficie. Elle traite, disons, jusqu'à 800 microns. Donc, la limite, c'est la musculaire muqueuse, donc qui est la barrière entre la muqueuse et la sous-muqueuse. La PDT faisait un peu mieux d'aller un peu plus en profondeur. Et quand on fait une résection endoscopique par EMR ou par ESD, on va un peu plus loin puisqu'on va racler jusqu'au muscle. Donc, la radiofréquence, c'est de la superficie. Le matériel, maintenant vous savez, vous le connaissez, il y a un générateur spécifique et il y a deux types de sondes. Il y a des sondes circulaires de diamètre différent avec un calibrage préalable et des sondes palettes, c'est les fameuses channels, et qui permettent de traiter soit de manière circonférentielle, soit d'appliquer sur une petite surface quand on a des endobrachioesophages en languette. La technique, elle est toujours un peu la même. Donc, on fait d'abord, évidemment,
la partie repérage, diagnostic, la classification de cette EBO, les biopsies, tout ça qui ont montré les dysplasies. On calibre, on applique la sonde, on redescend avec un capuchon, on racle, on nettoie, on pèle tout ce qu'on a fait, on refait un deuxième passage, on refait un nettoyage et c'est fini. Et ça, c'est pas très très long. C'est assez simple. Alors, les résultats, depuis quelques années, on sait qu'ils sont bons en termes d'éradication. Vous voyez ici en bleu les patients traités par rapport en gris clair, les patients qui étaient les patients contrôle. Donc, il y avait une ablation totale avec une nette différence pour les patients traités, évidemment. Et ça, c'est une étude qui était de 2009. Il y en a une plus récente en 2014. Où là, c'était des patients qui avaient une dysplasie de bas grade. Et en bleu, vous voyez le taux de récidive de dysplasie, et notamment d'apparition de haut grade. En pointillé bleu, c'est les contrôles. Et tout en bas, vous avez la petite ligne jaune. Ça, c'est les patients qui ont été traités. Donc là, il n'y a pas photo, ça marche. Alors maintenant, on en revient vraiment au sujet, je dirais crucial, c'est quelles sont les indications. Et là, il y a une petite, encore une fois, entre l'Europe et nous, c'est-à-dire que la recommandation de l'ESGE qui date de 2017 parlait des patients atteints de dysplasie de bas grade, confirmés par une deuxième pathologie. Ça va revenir souvent, la confirmation par un deuxième expert pathologiste. Et il dit qu'il faut être référé à un centre expert, EBO, bon, et un intervalle de 6 mois après un diagnostic confirmé. Si on ne retrouve rien, on refait un contrôle à 1 an. Si la dysplasie de bas grade est confirmée, à ce moment-là, on doit proposer un traitement endoscopique, ablation ou radiofréquence. Et en 2018, les indications qui ont été validées par l'HAS, donc ça c'est la France, le traitement concerne uniquement les EBO au stade de dysplasie de haut grade. Et le traitement d'un EBO résiduel après une résection endoscopique, parce qu'il reste des petites zones dysplasiques non planes. Voilà. Et dans ces deux situations, l'indication doit être documentée par une double lecture anatomopathologique. Toujours cette histoire de double lecture. Donc vous voyez que là, on était le bas grade pour l'Europe, et en fait, le bas grade n'est pas retenu par l'HAS. Donc le remboursement, au final, il est de l'acte, des sondes, et en général, le générateur, lui, est mis à disposition gracieusement. Vous voyez que l'acte, il est remboursé correctement, sans plus. Alors c'est un peu petit, mais en gros, pour les établissements, les sondes sont remboursées à 100%. Donc ça permet, effectivement, dans un centre libéral, un établissement privé, de ne pas avoir de surcoût. Alors, il y a toujours des conditions dans ces cas-là. Donc, l'indication doit être posée par une équipe spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de BO et avec une réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, après un diagnostic documenté par une double lecture anatomopathologique. Bon, au moins, on l'aura dit au moins 4 fois, mais on sait qu'il faut une double lecture anatomopathologique. Alors, après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de BO? Moi, je ne sais pas. Des gens qui voient beaucoup, qui font beaucoup, je ne sais pas quels sont les critères pour dire qu'on est une équipe spécialisée. Après la radiofréquence, le Cellvizio a été remboursé avant d'ailleurs. Ça est même un peu surpris que le Cellvizio soit remboursé assez rapidement, en 2019. L'acte technique, donc vous voyez la cotation CCAM, vous voyez apparaître un truc, c'est des cotations à 3 chiffres, 263, voilà. Indication, l'indication c'est la cartographie œsophagienne préthérapeutique avec biopsie guidée par endomicroscopie confocale laser. Ça c'est la définition CCAM. Mais le matériel ne l'est pas remboursé, lui, contrairement à la radiofréquence. Et là, il y a un réel surcoût qui est supporté par les établissements, aussi bien au niveau du matériel, du module électronique, que de la sonde Gastroflex. Donc les produits ne sont pas inscrits dans la liste LPP, donc c'est tout pour l'établissement. Et puis il y a un critère de formation, mais qui reste encore assez flou. Oula. Bon là, la diapo a souffert. La dissection sous-muqueuse, remboursement récent l'année dernière. Donc je vous le lis, ça concerne l'œsophage
l'estomac par œsogastroendoscopie. Le remboursement du petit matériel d'endothérapie, les couteaux, les pinces à hémostase, les capuchons, non, ça c'est pas remboursé. Et il faut une formation spécifique. Alors la SFED a mis en place des masterclass, il y a des écoles comme ça pour apprendre à faire de l'ESD. Et dans l'intitulé de l'HAS et la CCAM, alors c'est la dernière ligne, j'ai mis en rouge, on ne le voit pas, mais il y a marqué « médecin hépatogastroentérologue ou chirurgien viscéral ». Bon, donc vous voyez que ça nous pend au nez. Donc c'est le cancer, puis le côlon et le rectum, c'est en cours de discussion. Donc, alors la valorisation, elle est quand même assez importante. Alors, elle est de 580 € à peu près. C'est quand même l'acte le plus valorisé actuellement de l'endoscopie thérapeutique. La cholangioscopie, remboursement en 2020. Alors, les actes étaient déjà cotés. La cholangioscopie par voie orale, donc il y avait déjà une cotation. Mais le matériel, non. Alors, c'est le matériel, finalement, qui maintenant est remboursé, avec des indications diagnostiques, il y en a deux. Il y a les sténoses indéterminées des voies biliaires ou du canal pancréatique principal. Et puis, en thérapeutique, les calculs biliaires, donc la lithotricie, en fait. Et là, il y a un petit chapitre dans le dossier de saisine de la validation de l'HAS, qui est intéressant à lire, parce qu'il y a marqué « Le praticien qui réalise la cholangioscopie, simple opérateur, est un hépatogastroentérologue endoscopiste. » C'est bien. Il doit avoir reçu une formation validée d'hépatogastroentérologie et d'endoscopie digestive. On ne parle pas des chirurgiens, pour une fois, c'est bien. Il doit maîtriser et être entraîné à la technique de CPRE, à la technique de cholangioscopie simple opérateur par Paiscope. Et ça, c'est écrit, c'est la première fois qu'au niveau de l'HAS, on remet finalement en situation la technique et la spécialité. La kystogastrostomie, jusqu'à quelques années, on mettait des sondes en double queue de cochon, ça coûtait pas grand-chose. Puis l'Axios est arrivé, ça c'était quand même un peu plus cher. Donc on a obtenu le remboursement de l'Axios, donc cette fameuse prothèse d'apposition qui se place sous écho-endoscopie. Donc l'acte était déjà coté, mais le matériel non. Maintenant, le matériel est remboursé. Alors l'indication, c'est le drainage endoscopique transgastrique ou transduodénal d'un pseudokyste pancréatique non exclusivement liquidien. Alors un critère de nécrose 70%, on s'en fout un peu de ça. Alors il y a une petite extension de l'indication maintenant pour les échecs de CPRE pour drainage biliaire quand le cathétérisme de la papille est impossible. Donc drainage par Axios des voies biliaires par cholédoco-duodénostomie. Alors là aussi, il y a toujours le petit laïus qui accompagne ces techniques nouvelles. Alors la formation, équipe multidisciplinaire inclut un radiologue, un endoscopiste et un chirurgien. Les revoilà. Mais là, c'est parce qu'on a peut-être besoin d'eux. Le système Axios doit être utilisé par des médecins formés aux interventions biopancréatiques en endoscopie et ayant réalisé une formation théorique et pratique de la technique. Et de plus, alors là, c'est un terme, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment le cœur de la formation en endoscopie, c'est un compagnonnage auprès d'un endoscopiste expérimenté. Et donc la technique doit être réalisée lors des premières procédures avec ce tuteur, au moins pour les 2 premières. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe en pratique, c'est-à-dire qu'on ne se sent jamais tout seul, et ça vaut toutes les formations du monde, c'est le compagnonnage. En conclusion, la radiofréquence œsophagienne est maintenant accessible aux gastroentérologues libéraux puisque tout est remboursé. L'acte est coté, les sondes sont remboursées, il n'y a aucune dépense supplémentaire et en général, la firme vous met à disposition le générateur. Et ça marche en plus. Pour les autres techniques nouvellement remboursées avec prise en charge du matériel, l'Axios, c'est bon, on a tout. La cholangioscopie, c'est bon aussi, on a tout. L'ESD, on a presque tout parce qu'on a une cotation qui est bien, mais par contre, tout le petit matériel ne l'est pas et c'est du matériel relativement coûteux. On peut se poser la question aussi de la valorisation. C'est vrai que d'un coup, on se retrouve avec une valorisation presque à 600 €. Bon. Le Cellvizio, ça reste un problème. Alors d'abord, les indications sont assez faibles finalement. Les indications pour les kystes pancréatiques, on n'en parle pas.
Et puis il n'y a pas de remboursement du tout pour les sondes et du générateur. Donc ça reste un coût important pour l'établissement. Voilà, je vous remercie. Merci Christian. Je me permettais d'ajouter que il y a eu le remboursement aussi de la dissection sous-muqueuse dans le rectum paru au journal officiel il y a 3 semaines. Et donc c'est la cotation la plus élevée parce que c'est 675 €. Mais je ne crois pas qu'il y ait de GHS associé, donc je ne sais pas comment ça se passe dans vos structures. Pour moi, c'est difficile de me fournir en matériel de dissection quand on augmente beaucoup les volumes. Et les prix du matériel d'endothérapie restent stables. Donc ça va être une problématique quand même pour nous. C'est un problème. Christian, j'ai une question. Oui. Quelle cotation, quel acte tu cotes pour une cholédoco-duodénostomie? Comment tu fais ta cotation CCM? Est-ce que tu cotes prothèse biliaire et écho-endoscopie? Oui. Donc tu cotes ça. Ok. Parce que il n'y a pas de codage existant. Non, il n'y a pas de pour cotation. Enfin, oui, il y a pas de. On peut faire une assimilation, mais c'est pas terrible. Mais je pense que l'idée, c'est de faire une écho-endo et une. Oui, ce que tu dis là. Écho-endo-ponction plus pose de prothèse biliaire. Pose prothèse biliaire, ouais. Moi, c'est ce que je fais aussi. Ouais, je crois que c'est tout à fait logique. Et c'est juste. Une question de Jean-Marc. Oui, c'est juste 2 commentaires. La CCM, on l'a maîtrisé en 97, juste pour dire au conseil d'administration de la SFED, qui est un très bon conseil d'administration, dynamique et paritaire, de surveiller et de marquer à la culotte les personnes qui vont choisir les experts pour la nomenclature, de n'avoir que des endoscopistes pour comme experts, et qu'enfin, ne jamais lâcher et ne jamais être absent d'une seule réunion. À tous les actes, toutes les étapes, c'est important. Tu vois, à un moment, tu vois un chirurgien, à un moment, il n'y a pas le chirurgien. C'est qu'il y a plus d'endoscopistes dans la salle, et au moment de la rédaction du texte, comme pour la rédaction du texte sur le remboursement du Cellvisio. On y était, ça a failli tourner en jus de boudin parce que le texte n'était pas conforme, il fallait revenir, on a tranché. Donc il faut être très, 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 très vigilant. C'est un travail de longue haleine parce que la dissection sous-muqueuse, elle était en mucosectomie cotée autant qu'une cholangioscopie par voie endoscopique, à plus de 400 € au départ, et qu'elle était remboursée 10 € de plus qu'une polypectomie simple ensuite. Voilà, donc à tous les stades, il faut être très très vigilant, et je sais qu'ils seront très vigilants. Oui, merci Jean-Marc. Je pense que je vais passer oui, Patrick, je pense que tu pour te répondre, les 4 qui ont été choisis sont que des endoscopistes. Le CNP a choisi que des endoscopistes. Oui, c'est quand même. Je pense que la CCAM, c'est une grosse usine à gaz, et il faut être extrêmement prudent quand on avance des arguments ou des choses. Mais on va voir ce que ça va donner. Ouais. Pour te rassurer, on a mis même un ami des chirurgiens, on a mis Stanislas Chaussade aussi. Moi, j'avais une dernière question. En haut. Ouais. Dans le cadre des sténoses biliaires, donc indéterminées avec la cholangioscopie, alors moi j'avais la notion que c'était remboursé dans le cadre d'un premier échec de biopsie endobiliaire, j'allais dire classique par CPRE, ou est-ce que l'on peut d'emblée sur une sténose biliaire qui ressemble à un cholangiocarcinome par exemple, et où on sait que le rendement diagnostique sera pas terrible sur une CPRE simple, faire un spyglass d'emblée? Oui. D'accord. Oui, il y a pas de limitation de ce type-là. Ouais. J'ai une question un peu similaire, moi, pour toi. Quand tu as un échec de KT, même si ça t'arrive pas souvent, est-ce que tu dois faire une nouvelle procédure pour utiliser une Axios, ou est-ce que tu le fais dans le même temps? Je fais dans le même temps. Ouais. Non, c'est vrai que dans ces cas-là, il y a pas une pseudo-urgence quand même, et
On a l'activité éco-endo, KT qui est couplée, c'est le même opérateur parce qu'en fait c'est ça le problème. Dans certains centres, les opérateurs sont différents. Il y a des éco-endoscopistes qui font pas de KT, mais ça devient de plus en plus rare. Je pense que la plupart maintenant des gens qui font du biopancréatique interventionnel font de l'éco-endoscopie et du KT, et ça me paraît logique. Alors le seul problème, c'est un problème presque philosophique. Combien de temps il faut essayer? Alors si on n'arrive pas à accéder à la papille parce qu'il y a une sténose duodénale, le problème donc est réglé. Mais si on est face à la papille et qu'on essaye et qu'on voit que on a une difficulté technique, quand est-ce qu'il faut s'arrêter et dire bon, finalement le plus simple c'est de mettre une Axios. Et quand on a commencé à faire ça, on s'aperçoit que l'Axios c'est tellement facile que on a tendance à glisser un peu vers cette technique. Mais c'est un autre problème, ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut conclure. On a fini dans les temps. Ouais. C'est vrai, ça, bravo.